Le thème des accords mets et vins, je pense que vous serez d'accord avec moi pour penser que c'est un thème qui est presque aussi vaste, presque complexe que le thème du vin en lui-même. Pourtant c'est un sous-thème, on va dire, dans le domaine du vin. Mais c'est vrai que c'est extrêmement vaste, il n'y a qu'à voir tous les tableaux qui existent pour faire les bons mariages entre les mets et les vins, en fonction du type de plat, en fonction de l'accompagnement, quels sont les ensembles de vins qu'on peut proposer en face. Il existe énormément de documentation à ce sujet, ça montre quand même la complexité qu'il existe. C'est aussi très complexe parce que c'est un thème qui intéresse beaucoup de personnes, pour la bonne raison que le destin du vin, c'est quand même de le servir au cours d'un repas. Alors, je dis le destin du vin, moi en pratique, on le sert pas toujours au cours des repas, quand on le sert pendant une dégustation. À partir du moment où on le sert dans une dégustation pure, on ne mange pas. Parce que justement, quand on mange, on rentre dans le domaine des accords mets et vins. Et en fait, pour vraiment apprécier un vin, pour vraiment l'analyser, pour vraiment dresser sa fiche de dégustation, simplement, il faudrait le faire toujours en dehors d'un repas et en dehors de n'importe quel mets que vous puissiez manger, pour pas rentrer dans les accords mets et vins. Mais c'est vrai que, on va dire dans le cas classique, quand vous cuisinez un bon plat, que vous avez envie de vous faire plaisir, vous sortez une bonne bouteille, vous invitez des amis ou vous vous retrouvez en famille, et là le but ça va être de rendre hommage, on va dire déjà aux invités avec le bon vin, de rendre hommage à la cuisine et de rendre hommage au vin en lui-même. Et c'est vrai que pour ces deux points, on va dire rendre hommage à la cuisine et rendre hommage au vin lui-même, il va falloir créer une harmonie entre le mets et le vin. Et ce dont je voudrais vous parler dans ce podcast, ça va être des accords mets et vins, mais pas dans leur globalité. On va pas partir sur toutes les généralités parce que là, sinon, pour le coup, je vais avoir encore plus de mal à respecter mon timing de podcast déjà que d'habitude, j'arrive pas trop à respecter le timing. Donc là, on va essayer de faire quelque chose qui va être un petit peu plus cadré. Et je vais partir plutôt sur la partie des saveurs, c'est-à-dire les interactions qu'on peut avoir entre les saveurs que l'on a dans le mets et les saveurs que l'on a dans les vins. Pour ça, c'est-à-dire qu'on va longuement parler de la notion de saveur, à quoi ça correspond, et vous allez voir que aussi le fait de connaître ces interactions toutes simples, c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie, en tout cas la vie de dégustateur, la vie peut-être de passionné de cuisine également. Vous allez voir que c'est des petites choses simples à connaître et très pratiques. Alors pour me présenter, donc je suis Yann Rousselin, donc je suis le fondateur du COAM, l'école de dégustation, et également du blog Le Vin Pas à Pas, que vous pouvez retrouver sur levinpasapas.com et le COAM sur lecoam.eu. Et je profite du début de ce podcast aussi pour vous remercier très chaleureusement pour tous vos retours, vos encouragements sur les projets en cours. Donc d'une part le projet des masterclass de la dégustation. Alors, si vous n'avez pas entendu parler des masterclass, c'est que vous m'écoutez pas beaucoup ou que vous ne suivez pas de manière assidue le podcast, parce que c'est vrai que j'en parle pas mal depuis quelques temps. Donc les masterclass de la dégustation, c'est le programme qui consiste à vous faire parvenir chaque mois un cours d'œnologie complet, donc que vous pouvez suivre sur Internet. Donc c'est un programme qui est complètement à distance, c'est un programme de formation continue au vin à distance. Et vous recevez également un coffret de dégustation avec 6 échantillons de vin pour illustrer ce que l'on voit dans chaque thématique. Donc là, en ce moment, pour le mois de septembre, on est sur la thématique des vins d'Alsace, donc une très jolie thématique. Voilà, donc merci pour vos retours sur les masterclass, merci pour vos retours aussi sur les nouvelles choses que j'ai mis en place pour le WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, donc la formation diplômante. Je vous proposais déjà le programme de formation à distance, en plus du présentiel que j'ai à Paris. Donc le programme à distance pour le niveau 2, pour le niveau 3. Je viens de mettre en place un programme de révision pour le niveau 3. Donc simplement pour les personnes qui veulent passer simplement l'examen, donc qui ont déjà fait l'examen, qui l'ont planté à d'autres occasions et qui veulent le repasser. Donc j'ai fait vraiment un programme de révision spécifique. Et puis la prochaine sortie, là, dans pas longtemps, du niveau 2 en anglais également. Donc, ça c'était pour la petite partie présentation et remerciements. Donc on revient à nos moutons, on était parti sur la notion de saveur. Alors dans sa grande généralité, quand on parle de saveur, on parle de tout ce qui est lié au goût. Le goût étant la sensation globale de ce qui est perçu dans la bouche, donc dans la bouche dans sa généralité aussi, dans la cavité buccale, aussi bien sur la langue que sur le palais. Mais ça va être principalement, en tout cas, le boulot de la langue dont on va parler aujourd'hui sur la notion de saveur.
Et on va commencer par revoir très simplement le principe de la perception de la saveur. Alors imaginez, vous mettez un petit peu de vin dans votre bouche, vous le faites passer. Alors ce qu'on fait habituellement quand on met le vin dans la bouche, c'est qu'on fait deux choses, on le mâche et puis on aspire de l'air. Donc le fait de le mâcher, c'est qu'on bouge la langue. Donc voilà, donc là comme c'est un podcast audio, vous ne me voyez pas, mais voilà, quand on bouge la langue de haut en bas, on fait passer le vin dans toute la bouche. Donc c'est ce qu'on appelle mâcher le vin et ça permet de bien percevoir justement les saveurs. Et on va également inspirer un peu d'air pendant qu'on a le vin en bouche. Donc là encore, vous ne me voyez pas, mais en bruit, en son, ça donne ça. Donc avec du vin en bouche. Ça permet d'oxygéner le vin dans la bouche et de percevoir les arômes en rétro-olfaction. Donc là déjà, vous voyez que je fais la distinction entre deux choses, entre la notion de saveur qu'on va lier au boulot de la langue principalement, et la notion d'arôme qui va être liée au nez. Parce que même si on est en mesure de percevoir des arômes en bouche, les arômes qu'on perçoit en bouche, c'est le nez qui permet de les qualifier, de les identifier. Et le nez permet de les identifier grâce à la rétro-olfaction, qui est le fait d'aspirer un petit peu d'air. Alors dans le cas du vin, on fait volontairement cette démarche qui consiste à aspirer un petit peu d'air, cette démarche de grumage, qui est pas très classe, au début ça fait tousser, etc. Mais en tout cas c'est très pratique. Quand vous mangez un aliment, quand vous prenez de la soupe, il faut pas aspirer d'air comme ça, hein. Sauf si vous êtes dans la chanson de Brel, hein, de ces gens-là. Mais sinon, on n'aspire pas d'air comme ça, on n'a pas besoin de faire rétro-olfaction quand on prend un aliment, hein. Mais simplement le simple fait d'inspirer, de respirer, donc le fait de ne pas être en apnée quand vous mangez, donc le fait de ne pas être enrhumé par exemple, vous permet de qualifier les arômes. Donc deux choses à distinguer, la notion de saveur qui est liée à la langue et la notion d'arôme qui est liée au nez. Quand on parle de saveur, il faut que vous ayez bien en tête l'importance de la salive. Parce que c'est la salive qui permet d'extraire les molécules qui ont du goût, les molécules sapides, pour les amener sur les récepteurs de la langue. Si vous prenez un bout de pain, par exemple, vous prenez un bout de pain blanc, on va dire, ça peut être du pain intégral aussi, hein. En fait les deux marchent bien, hein. Vous prenez un bout de pain, vous le mâchez un petit peu. Quand vous le mâchez, vous allez saliver de plus en plus, et donc vous allez extraire des petites portions de l'aliment, des molécules de cet aliment. Et la salive va se lier à ces molécules et va l'amener dans d'autres molécules que vous avez sur la langue qu'on appelle les récepteurs. Ça, c'est le principe. Si vous avez la bouche complètement sèche et que vous prenez un bout de pain, simplement ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une perception plutôt d'ordre mécanique, une sensation mécanique, hein. Donc là, on sera dans la sensation tactile. Donc c'est le bout de pain qui va, on va dire, même vous faire mal à la langue, hein, pour le coup. Et si vous n'avez pas de saveur, vous allez simplement l'écraser avec vos dents, mais vous n'allez pas pouvoir le diluer et en percevoir les saveurs si vous n'avez pas de salive. Dans le cas du vin, comme c'est un liquide, le rôle de la salive est également très présent, mais c'est vrai que c'est moins parlant. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du pain, pour bien comprendre le rôle de la salive. Donc ça, c'est une première chose à comprendre. Quand vous mettez du vin ou un aliment en bouche, vous avez la salive qui a un rôle essentiel pour se lier aux molécules sapides du vin ou de l'aliment, et permettre à ces petites molécules qui ont du goût de se lier à d'autres molécules que vous avez dans la bouche qui sont des récepteurs. Alors, ces récepteurs, ils se trouvent sur des cellules, hein, dans la bouche qu'on appelle les papilles gustatives. Donc les papilles gustatives, hein, qui sont donc situées sur la langue, vont vous permettre, grâce aux récepteurs, d'analyser les molécules sapides. Alors, une petite parenthèse, hein, sachez que vous avez aussi des bourgeons gustatifs sur le palais, par exemple, hein. On n'a pas seulement sur la langue, même si la grande majorité est présente sur la langue. Alors, autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est la notion donc de saveur. Et vous savez qu'on parle souvent de saveur fondamentale. Vous avez sûrement entendu, hein, donc les saveurs fondamentales, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le sucré. Donc il y a les 4 saveurs fondamentales, hein, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Sucré, salé, acide, amer. Et on parle d'une autre notion pour donc une saveur qu'on n'arrive pas à mettre dans une de ces catégories. C'est une saveur qui est liée un petit peu donc que vous avez retrouvé dans certains champignons, dans des bouillons cubes industriels. Je dis industriels parce qu'on le retrouve dans le glutamate. C'est une saveur qu'on appelle l'umami.
Donc voilà, donc ça serait les 5 saveurs, hein, sucré, salé, acide, amer, umami. Donc pour faire simple, dans le cas du vin, on reste plutôt sur la notion des 4 saveurs, et on va même, en pratique, pour simplifier, supprimer la saveur dite salée et rester sur le sucré, acide, amer, pour dire les principales saveurs que l'on va retrouver dans le vin. Même s'il y a parfois un côté salin qu'on va retrouver dans certains vins, pour simplifier, on part souvent sur ces 3 saveurs. Alors là, je voudrais aussi vous faire une petite parenthèse pour dire que, en réalité, donc dans le domaine de la neurophysiologie, donc c'est un domaine qui bouge beaucoup, hein, parce que on est quand même sur un domaine qui est extrêmement complexe. Donc au fil des années, au fil des recherches, au fil des études qui sont publiées, ça bouge beaucoup. Sachez qu'on pourra avoir beaucoup plus de saveurs en fait. Donc beaucoup plus de sensations qui sont perçues par les bourgeons gustatifs. Parce que si par exemple, je vous donne un petit peu de curry que vous mettez sur la langue, donc l'épice, hein, le curry, et que vous bouchez le nez, vous allez avoir une sensation qui ne va pas être liée à l'arôme, puisque comme on se bouche le nez, on ne va pas retrouver en rétro-olfaction les arômes. Et vous allez percevoir une saveur qui sera liée à aucune des 5 saveurs dont on vient de parler. Alors en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer, pour faire une recherche un peu plus, on va dire, cadrée, un peu plus précise que simplement se boucher le nez, on va faire passer un courant d'air dans le nez. Et le fait de faire passer un petit courant d'air dans le nez, quand vous dégustez, c'est un petit peu le même effet que vous bouchez le nez, sauf que vous n'êtes pas complètement en apnée, sauf que c'est un petit peu plus agréable dans le cadre d'une dégustation, mais simplement on va empêcher les molécules, donc les molécules olfactives, d'être perçues en rétro-olfaction. Donc on va simplement avoir les papilles gustatives qui vont travailler. Et on se rend compte que le curry, finalement, il a une saveur qui lui est propre, par exemple. Si vous prenez un bâton de réglisse, c'est un peu le même jeu. Si je prends un bâton de réglisse et que je fais passer un petit courant d'air dans le nez ou que je me bouche le nez, vous allez me dire, je vais avoir certaines sensations en bouche, aucune qui va être liée à l'arôme, puisque mon nez ne va pas travailler, puisque je me le bouche le nez, ou dans le cas de l'expérience, j'ai un petit courant d'air qui passe dans le nez, et pourtant, je vais percevoir une saveur qui lui est propre. Donc on constate par rapport à tout ça que finalement, en neurophysiologie, on pourrait avoir presque une infinité de saveurs qui seraient liées presque à chacune des molécules gustatives que l'on va ingérer. Donc c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Après voilà, bon, nous on est dans le cadre d'une dégustation, on essaye de partir sur des repères qui sont clairs pour avoir des choses pratiques. Donc même si je vous donne un petit peu de théorie qui est plus complexe et plus récente, on va dire, en termes de recherche, ce qu'il faut garder en tête pour raisonner facilement, c'est peut-être déjà qu'on a nos 4 saveurs fondamentales plus l'umami, et dans le cas du vin, on peut même encore simplifier plus en partant simplement sur le sucré, le salé, le sucré, l'acide et l'amer, et voir les interactions qu'on peut avoir avec les aliments. Mais voilà, je tenais quand même à vous donner cette petite parenthèse sur cette infinité de saveurs qu'on pouvait avoir. Et d'ailleurs, si on est encore sur les parenthèses, vous savez qu'on parle souvent de la perception des saveurs sur la langue, en se disant qu'on a certaines zones sur la langue qui sont plus à même de percevoir certaines saveurs. On le dit très souvent, on le lit très souvent en dégustation, qu'on a en fait sur la langue une cartographie de la langue. Et que vous avez des papilles gustatives en fonction de la zone, de leur localisation, qui vont être plus ou moins spécialisées dans la reconnaissance de telle ou telle saveur. Alors ce qu'on dit habituellement, c'est que sur le bout de la langue, vous percevez plutôt le sucre. Sur les côtés de la langue, donc au début, on va dire sur le bout de la langue, la pointe de la langue et les côtés, on a plutôt l'acidité. Ensuite, sur les côtés de la langue, en remontant le sel. Et tout en finale, en fond de la langue, on a l'amertume. Et on établit un petit peu cette sorte de cartographie qui est, ça a été démontré, qui est fausse. Voilà, donc je tiens à insister dessus, je voudrais citer, mais c'est une cartographie qui en réalité est fausse. Parce qu'on s'est rendu compte que sur la langue, l'ensemble des papilles gustatives était en mesure de détecter tout un spectre de saveurs qui ne se limitait pas à une seule saveur. Il faut savoir en fait que cette théorie de la cartographie de la langue, elle est partie d'une mauvaise interprétation d'une thèse allemande qui date de 1901, donc ça remonte à une thèse allemande qui avait été traduite, donc mal traduite et mal interprétée dans les années 40
par un chercheur de Harvard. Alors je n'ai plus les détails, mais donc c'était dans les années 40, un chercheur de Harvard qui avait mal interprété cette thèse allemande de 1901 et donc qui avait mis en avant donc le fait qu'on avait une forme de cartographie de la langue et des papilles gustatives qui étaient spécialisées pour telle ou telle saveur. On s'est rendu compte que c'était faux, ça a été démontré, ça a été testé. Donc cette cartographie que vous voyez parfois, faites-en abstraction, prenez du recul par rapport à ça, puisqu'il a été démontré qu'elle est fausse. Et en plus, on a une certaine complexité dans la reconnaissance des saveurs. Je vous disais tout à l'heure que cette complexité, elle est due peut-être au fait qu'on a une infinité de saveurs et pas seulement 4 saveurs fondamentales. Mais même sans partir sur ces recherches récentes, on a une certaine complexité dans la reconnaissance des saveurs parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. D'une part, il y a la rétro-olfaction, donc le nez intervient en reconnaissant les arômes, et les arômes plus les saveurs font qu'on a une sensation de goût. Mais on n'a pas seulement ça, on a aussi des sensations thermiques, des températures. Quand vous prenez un aliment qui est chaud ou qui est froid, la sensation thermique fait que vous allez percevoir plus ou moins telle ou telle saveur. Si vous prenez un vin blanc sec, un petit chablis ou un muscadet par exemple, que vous le servez très frais, vous allez accentuer cette sensation d'acidité. Si vous prenez un autre vin que vous allez servir un petit peu plus chambré, le fait de le servir plus chambré, ça va renforcer en quelque sorte sa douceur, son gras, donc son côté alcooleux, voire son sucre. Donc la sensation thermique va jouer aussi sur la perception de la saveur. Et même les sensations mécaniques peuvent jouer sur la perception des saveurs. Si je prends donc des bulles, un vin effervescent, je prends un crément ou un champagne, on a une pression qui est exercée dans la bouche, et cette pression qui est exercée sur les nerfs gustatifs, une pression donc exercée par le CO2, cette pression qui est exercée va faire que l'on va percevoir plus encore la sensation d'acidité. En fait, vous allez percevoir une sensation qui va vous évoquer l'acidité. Donc vous voyez qu'il y a une grande complexité sur tout ce qui se passe en bouche, parce qu'on n'a pas seulement la notion de saveur, on a la sensation de rétro-olfaction, le nez qui intervient, on a des sensations thermiques, des sensations mécaniques, et tout ça, ça contribue au goût. Donc il y a une certaine complexité. Et comme je vous disais, en plus de cette complexité, donc le fait un peu cette théorie de la cartographie de la langue qui est fausse. Alors par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'il existe une notion, alors ça qui a été mise en avant en 2011, donc c'est super récent, en 2011 par une personne qui s'appelle Pascal Schlich. Donc Pascal Schlich a mis en place la notion de ce qu'on appelle la temporalité des saveurs. La temporalité des saveurs. Et vous savez, la temporalité des saveurs, c'est ce qui peut en quelque sorte expliquer ce que l'on a pu interpréter autour de la cartographie des saveurs de la langue. Je vous explique en 1 minute de manière très simple qu'est-ce que c'est que la temporalité. C'est simplement le fait qu'il y a certaines saveurs sur la langue qui sont perçues avant d'autres saveurs. Il y a certaines saveurs, je répète, parce que c'est hyper important, qui sont perçues avant d'autres saveurs. C'est vrai pour le vin comme pour n'importe quel aliment. La saveur qui est perçue en premier dans votre bouche, c'est le sucre. Ensuite, vous avez une deuxième saveur qui va être perçue, ça va être l'acidité. Et seulement après, au bout de quelques secondes, vous avez l'amertume. Donc je répète, d'abord le sucre, l'acidité et l'amertume. Et cette notion donc de séquentialité dans la perception des saveurs, donc c'est un terme un peu complexe que je viens de vous sortir, mais vous voyez l'idée, donc cette notion qu'on va percevoir d'abord une saveur puis l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la temporalité, donc mise en avant en 2011. La temporalité, en fait, ça revient un petit peu ce qu'on peut avoir dans cette interprétation de la cartographie de la langue, parce qu'en fait, si c'est d'abord le sucre que je perçois. Si je perçois d'abord le sucre, je vais le dire que je vais le percevoir un peu en attaque, c'est-à-dire quand le vin ou l'aliment rentre en bouche, donc sur la pointe de la langue. Ensuite, si je perçois l'acidité qui crée une salivation fluide, ça veut dire que je peux éventuellement parler de perception sur les côtés de la langue, et comme la salivation est très fluide, on va la percevoir sur l'ensemble de la langue et jusqu'au côté de la langue. Et ensuite, comme vous avez l'amertume en termes de temporalité qui revient que vers la fin,
on peut se dire qu'on va percevoir plus sur la fin de la langue. Vous voyez en quoi cette temporalité peut expliquer ce qu'on a pu comprendre dans la cartographie de la langue. Voilà, donc ça c'était un truc hyper important, quelques généralités sur les saveurs, donc finalement on allait assez loin et puis pendant un peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Donc cette notion de saveur à retenir, donc les 4 saveurs fondamentales plus l'umami qui finalement peut s'avérer beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il pourrait exister une infinité de saveurs en fonction de chacune des molécules sapides qu'on va mettre en bouche. Autre chose qui joue sur la complexité, c'est toutes les sensations qu'on peut avoir en termes gustatifs, que ce soit la rétro-olfaction, les sensations thermiques ou les sensations mécaniques. Ensuite, je vous ai parlé de la cartographie de la langue, donc on va prendre du recul par rapport à ça, puisque c'est une théorie qui n'est pas avérée. Mais par contre, il existe une notion de temporalité qu'on peut assimiler à cette cartographie. Et je voulais vous donner aussi quand même quelque chose avant de clôturer le podcast, c'est des petites interactions très simples que vous pouvez avoir entre les saveurs des aliments et des vins. C'est qu'il faut simplement savoir qu'il y a certaines saveurs dans les aliments qui rendent le vin plus facile à boire et d'autres qui rendent le vin plus difficile à boire. Alors quand je dis plus facile à boire, on peut dire à déguster, hein, voilà pour donc plus facile à déguster ou plus difficile à déguster. Imaginez, vous prenez un vin en bouche et ensuite vous allez déguster un aliment. Ce qui va rendre le vin plus facile, ça va être déjà l'acidité dans les aliments, mais également le salé. Quand vous avez un aliment dans lequel vous percevez de l'acidité ou des notes salées en termes de saveur, tout ça, ça va rendre le vin plus facile à déguster. Pourquoi ? Parce que le fait de percevoir de l'acidité dans un aliment, ça va baisser l'acidité du vin et augmenter son côté fruité. On baisse l'acidité du vin, on augmente son côté fruité. Le fait d'augmenter son côté fruité, ça augmente sa douceur. Pas sa sucrosité, hein, mais sa douceur, son fruit. Quand vous prenez un aliment salé, vous allez non seulement baisser la sensation d'acidité du vin, mais également baisser son amertume. Donc ça va le rendre plus facile à déguster. Et maintenant, vous avez d'autres aliments qui vont rendre le vin plus difficile à déguster, d'autres saveurs qui vont rendre le vin plus difficile à déguster. Ces saveurs, c'est l'amertume. Quand je prends un aliment amer, hein, comme du cacao par exemple, ça va rendre le vin plus difficile à déguster parce que ça va renforcer l'amertume du vin. Et quand je prends un aliment sucré, donc un dessert hein, typiquement, ça va rendre le vin plus difficile à déguster parce que ça va renforcer sa sensation d'acidité et ça va baisser son côté fruité, ça va baisser sa douceur. C'est pour ça que quand on marie un dessert avec un vin, il faut partir généralement sur un vin qui a du sucre pour justement pas que le vin paraisse fade et complètement écrasé par le mets. Donc voilà quelques interactions simples que vous pouvez simplement avoir en tête en raisonnant en termes de saveurs qui rendent le vin plus facile à déguster et d'autres saveurs qui rendent le vin plus difficile à déguster. Ce qui le rend le plus facile à déguster, c'est dans les mets l'acidité et le sel, et ce qui le rend plus difficile à déguster, c'est dans les mets l'amertume et le sucre. Donc voilà pour ces différentes notions sur les interactions entre les saveurs et les mets. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Comme toujours, donc si vous êtes arrivé au bout du podcast, petite parenthèse hein, pour ceux qui écoutent le podcast donc sur iTunes, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site et à mettre un commentaire, bien sûr, très positif, puisque le fait d'avoir des petites étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet aussi de bien référencer le podcast et de le faire connaître. Moi, je vous dis à très bientôt, donc soit sur un cours d'onologie du COAM, hein, comme je vous disais la dernière fois, j'ai remis pas mal de cours en ligne, que ce soit des formations diplômantes du WSET ou du CFV, donc certificat les fondamentaux du vin, que ce soit sur le blog, sur un article ou sur un podcast, ou bien sur les masterclass de la dégustation. Donc ce mois-ci, on parle de l'Alsace. Et puis, donc, dès le mois prochain, à la fin du mois prochain, je vais vous parler, donc, on va apporter un petit peu de soleil, puisqu'on parlera du Languedoc-Roussillon. Je vous dis à très bientôt.